On va passer directement à la deuxième table ronde sur le thème de... c'est un thème un peu long, mais je vais le donner. Vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, n'hésitez plus. Il et elle sont là pour partager leur expérience d'accompagnement. Je vais donc inviter Marie-Christine Morel à venir sur scène, à prendre un micro directement là-bas sur le pupitre. Fabien Berger, Benjamin Vigneault, Séverine Morisset-Lopez, Tamara Sylvain. Merci d'être avec nous et de mener cette table ronde qui va une fois plus nous montrer des coulisses du lancement de cette histoire fabuleuse qu'est l'entrepreneuriat. Pareil que tout à l'heure, vous avez 30 minutes pour explorer cette thématique. Je vous remercie. Merci pour le passage de flambeau. N'hésitez pas à coller bien les micros à votre menton pour parler, comme ça on vous entendra bien. Comme ça. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous et du coup bienvenue à cette deuxième table ronde de la journée. Je viens d'être présentée, mais je suis Tamara Sylvain, je suis chargée d'accompagnement start-up chez CNRS Innovation, qui est la filiale de valorisation du CNRS. J'aurai certainement l'occasion d'en dire un petit peu plus sur mes activités tout à l'heure, puisqu'on va parler d'accompagnement. Donc c'est un petit peu le cœur de ce qu'on fait nous chez CNRS Innovation, entre autres choses. Et je suis entourée aujourd'hui de nos 4 intervenants. Alors, je vais faire dans l'ordre. Donc, Séverine Morisset-Lopez, qui est chercheuse CNRS et porteuse du projet Molinov. Benjamin Vigneault, qui est étudiant, chercheur et porteur du projet CœurNet. Marie-Christine Morel, qu'on vient d'introduire, qui est chercheuse, fondatrice et directrice scientifique de 2 sociétés, Reprofam et Igixos. Et Fabien Berger, qui est président et cofondateur de Fractal Energy. Je vais vous laisser vous présenter juste après, mais effectivement, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'accompagnement et on va voir tout l'écosystème justement dont on peut bénéficier quand on est chercheur-entrepreneur en région Centre-Val de Loire. Donc on va peut-être commencer effectivement par des présentations un peu plus détaillées. Je vais vous laisser à chacun peut-être 2-3 minutes pour à la fois vous présenter sur votre parcours personnel et présenter votre entreprise ou projet d'entreprise. Donc c'est parfait, on a d'un côté plutôt les porteurs de projets et de l'autre les personnes travaillant dans des sociétés. Donc la répartition spatiale est parfaite. Qui veut se lancer en premier ? Benjamin ? Allez, on va commencer. Donc bonjour à tous, je suis Benjamin Vigneault. Je suis doctorant à l'INSA Centre-Val de Loire. Mon parcours, c'était classique, l'école d'ingénieur, double diplôme au Québec, en virologie informatique. Et puis actuellement, je monte une start-up pour valoriser mes travaux de recherche qui portent sur les reconnaissances biométriques cardiaques. Donc c'est un peu comme faire de la reconnaissance faciale, mais avec votre cœur. Ce qui permet d'avoir de nouvelles propriétés en termes de sécurité informatique et aussi de faire d'une pierre deux coups, puisqu'on peut d'un côté vous fournir un suivi médical sur votre cœur et en même temps vous permettre de vous passer de votre mot de passe ou de votre badge au sein d'une entreprise. Donc voilà. Merci Benjamin. Séverine ? Donc voilà, je suis Séverine Morisset-Lopez, donc je suis chercheure au CNRS. Et donc, je travaille au Centre de biophysique moléculaire à Orléans et j'anime une équipe de recherche de 8 personnes. Et au niveau de mes activités de recherche, donc, on essaye de comprendre des maladies, en particulier des maladies au niveau du cerveau, des pathologies cérébrales, des maladies neurodégénératives ou maladies psychiatriques. L'idée, c'est de mieux comprendre pour mieux soigner. Donc, notre objectif, c'est de proposer de nouvelles pistes thérapeutiques. Et notre spécialité dans l'équipe, c'est la neuropharmacologie. Donc, c'est d'identifier de nouvelles molécules actives, de les caractériser et de voir leurs effets sur le système nerveux. Donc, voilà. Et pour ce qui est du projet Molinov, eh bien, c'est... à partir de nos recherches fondamentales, ça fait 6 ans qu'on travaille sur un projet en collaboration avec une équipe de chimistes de l'ICOA. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a identifié une molécule aux propriétés particulièrement intéressantes qui cible un récepteur du cerveau qui est impliqué dans le circuit de la douleur. Donc, ces résultats ont été obtenus grâce à un financement de la région. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de continuer. Pourquoi ? Parce que, en fait, nos recherches nous ont permis de montrer que cette molécule
avait des propriétés sur la douleur, c'est-à-dire qu'elle diminuait la douleur avec une efficacité qu'elle était aussi efficace que la morphine dans plusieurs modèles animaux et qu'elle induisait pas de tolérance. Donc, fort de ces résultats prometteurs, voilà, on a envie de continuer. Pourquoi ? Parce que permettre peut-être de répondre à un problème de santé publique, hein. Le traitement de la douleur, il faut savoir qu'il y a 12 millions de Français qui souffrent de douleur et qu'il y a 50% des patients qui ne répondent pas au traitement actuel. Donc voilà, l'idée c'est de proposer une nouvelle molécule pour le traitement des douleurs neuropathiques chroniques. Et c'est l'objet du projet Molinov financé actuellement par un programme de maturation Cévalo. Et on espère pouvoir continuer, créer la start-up Novalgesia. Ouais, et effectivement, on parlera un petit peu de Cévalo un peu plus en détail tout à l'heure, parce qu'au-delà du financement, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent proposer. Je me tourne de l'autre côté de la salle, si je puis dire. Marie-Christine, peut-être pareil, nous dire deux mots sur le parcours et vos entreprises. Donc, bonjour. Donc, je suis Marie-Christine Morel. Ça va, on entend bien ça. Je suis scientifique. J'ai fait toute ma carrière de chercheur à l'INRA, au centre de Nouzilly, sur une problématique de fertilité chez les animaux d'élevage, particulièrement sur le contrôle hormonal de cette fertilité. Et en 2009, j'ai créé une première société qui s'appelait ReproPharm, qui avait pour objectif de mettre au point des produits très innovants pour l'amélioration de la fertilité chez les animaux d'élevage principalement. Notamment un procédé très innovant qui évite d'utiliser des hormones pour améliorer la fertilité, mais qui va au contraire booster le propre système hormonal des animaux. Donc on répondait vraiment à la problématique durable qui est très importante en élevage. Et notre procédé s'est très bien développé. On a eu des contacts avec des industriels. Et en 2017, on a réfléchi au niveau de la société pour splitter notre société en deux. Donc on a fait une scission de ReproPharm. L'une qui continue à développer des choses dans le domaine vétérinaire, donc qui s'appelle ReproPharm Vet, et je suis présidente de ReproPharm Vet et directrice scientifique. Et on a créé une nouvelle société également qui s'appelle Igixos, pour développer la même stratégie, mais dans les traitements de l'infertilité chez la femme, notamment pour les problèmes de fécondation in vitro, et chez l'homme dans le cas de problématiques hormonales. Il y a aussi des infertilités masculines qui sont dues à des problèmes hormonaux. Et donc, maintenant, il y a deux sociétés. Alors, pour Igixos, j'ai d'abord été CEO d'Igixos. Et lors de la dernière levée de fonds, on a recruté un CEO. Donc, je suis directrice scientifique d'Igixos et fondatrice de ces sociétés-là. Voilà. Donc, en fait, on est parti d'une problématique vétérinaire et maintenant, on le développe, donc, qui marche bien dans le domaine vétérinaire et on le développe dans le domaine humain. Merci Marie-Christine. Et Fabien, pour finir. Merci. Bonjour à tous. Fabien Berger, je suis le cofondateur de Fractal Energy. Fractal Energy est une start-up basée à Tours, créée l'année dernière, et qui s'inscrit en fait dans la continuité de mon parcours qui, depuis 10 ans, m'a forgé une expertise dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans l'administration centrale du ministère de l'écologie, dans une start-up qui recyclait les batteries lithium-ion issues des véhicules électriques, et récemment dans un grand groupe qui voulait se lancer dans le stockage stationnaire, c'est comment stocker de l'énergie dans les maisons. Et donc Fractal Energy veut devenir le leader européen de l'arbitrage électrique résidentiel. L'arbitrage, c'est comment allier l'offre et la demande en électricité. Et pour ça, on va créer des nouvelles passerelles entre les foyers et les réseaux. Le réseau électrique, mais je dis les réseaux parce qu'il y a plusieurs acteurs derrière le réseau électrique, le transport, la distribution, les fournisseurs, les producteurs. Et pour illustrer tout ça, la partie la plus visible de notre solution, ça va être une box, la première box de l'énergie. Faut penser à la box Internet qui est apparue dans vos foyers il y a 20 ans. Vous verrez apparaître une box de l'énergie. Cette box de l'énergie va remplir 3 fonctions. Elle va d'abord vous informer sur votre consommation, mais aussi sur l'état du réseau. Un réseau qui, en ce moment, évolue rapidement avec des objectifs d'intégration d'énergie renouvelable de plus en plus importants.
et des contraintes associées à ces énergies renouvelables, notamment leur intermittence. Cette box va vous permettre aussi de piloter votre consommation de manière automatique, c'est-à-dire que on va allumer et éteindre des appareils chez vous sans que ça nuise à votre confort. Et elle va surtout stocker de l'énergie à travers une batterie. Et c'est sur ce dernier point qu'on est en partenariat avec l'Université de Tours. J'aurai l'occasion, je pense, de le préciser un petit peu plus tard, puisqu'il développe depuis plusieurs années un onduleur bidirectionnel qui permet de la conversion entre la batterie et le réseau. Voilà. Merci Fabien. Et on avait normalement un 5e intervenant qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, qui était Jérôme Richard, le CEO de l'IFIR, qui s'est fait rattraper en fin de semaine dernière par le Covid. Donc il ne pourra pas être là, qui ne pourra pas témoigner, mais qui notamment allait évoquer lui son parcours d'accompagnement dans le cadre de RISE. RISE étant le programme de CNRS Innovation. Donc si besoin, je pourrais en dire 2 mots puisque je le connais un petit peu. Donc merci à tous les 4. On peut voir qu'on a des profils qui sont assez différents et du coup qui vont être assez complémentaires et qui vont nous permettre de brosser le panorama assez large de l'accompagnement en Centre-Val de Loire tel qu'il existe aujourd'hui. On va peut-être commencer dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire par les projets pour ensuite évoluer vers les sociétés plus établies pour voir les différents programmes, les différentes formes d'accompagnement qui existent. Et une première question peut-être pour Benjamin. Alors, c'est un sujet qui a déjà été évoqué un petit peu dans la première table ronde, mais donc vous, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, comment vous est venue l'idée, comment vous est venue l'envie de valoriser vos travaux de recherche sous la forme d'une start-up? Parce que c'est une forme parmi tant d'autres, mais comment vous est venue cette idée, cette envie? Alors, c'est assez chaotique. En fait, à la base, j'avais une thèse qui était à moitié au Québec, à moitié en France. Et la start-up québécoise a fait faillite. Du coup, je n'ai plus les financements. Et je me suis retrouvé à devoir rechercher de l'argent pour pouvoir terminer ma thèse. Et en cherchant, on s'est rendu compte que la création d'une start-up permettait d'obtenir beaucoup plus de financement et surtout beaucoup plus rapidement qu'en faisant des demandes d'ANR, des demandes publiques, etc. Et en même temps, j'avais toujours l'envie de créer une start-up depuis pas mal d'années. Et je me suis dit, je vais lancer la start-up un peu plus tôt que prévu. Je vais la faire pendant le doctorat au lieu de la faire après. Et du coup, c'est pour ça que je lance le projet en ce moment et que j'attends encore quelques mois avant de lancer effectivement la start-up, une fois que j'aurai mes études de marché complètes et validées. On en parlera peut-être après, mes études de marché qui ont été peut-être apportées grâce à justement certains grâce à acteurs. Cevalo et la BPI notamment. Exactement. Et alors, deuxième question peut-être pour Séverine, cette fois-ci. Aujourd'hui, donc, vous êtes encore chercheur au niveau du CNRS. L'idée est de, effectivement, on l'a dit, porter une start-up éventuellement par la suite. Comment vous envisagez justement ce changement de posture de chercheur à entrepreneur et surtout comment vous êtes accompagné dans cette démarche et dans cette transition? Alors, c'est vrai que de passer de chercheur à entrepreneur, faut être accompagné, je pense. Il faut être bien conseillé également. Et donc, pour changer de statut, c'est mon service partenariat et valorisation qui m'accompagne. Donc, en tant que chercheur, en fait, on a différentes possibilités pour s'investir dans la start-up, se libérer du temps pour consacrer du temps à la start-up. Donc voilà, on peut être mise à disposition, mise en détachement ou consacrer du temps et faire du conseil auprès de la société. Donc là, c'est des réflexions que je mène actuellement. C'est vrai que j'ai envie de porter le projet et en tant que porteur du projet, effectivement, il faudra dégager du temps. Et voilà, je vais rentrer en négociation avec mon employeur, le CNRS, pour définir au mieux quel statut je vais prendre pour participer et être active dans la start-up en tant que cofondatrice de toute façon. Et après, voilà, au niveau de la direction, il faut du temps. C'est ça qui est important pour se donner les moyens pour la réussite de la start-up. Mais je dirais qu'il faut surtout être bien accompagné et conseillé. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Échanger, avoir des conseils d'autres qui ont fait le pas avant moi. Donc voilà, je pense que des échanges comme aujourd'hui sont très très bien. Et alors justement, là, vous l'avez dit un petit peu tous les deux, vous êtes accompagnés. On a entendu quelques noms déjà comme Cevalo. Alors, question toute bête et peut-être que beaucoup de gens se posent, c'est comment on a connaissance de tous ces dispositifs d'accompagnement qui existent, parce qu'il y en a.
beaucoup et en même temps on les connaît sans les connaître, on va dire. Donc comment vous en avez eu connaissance et qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui concrètement? Donc encore une fois, on a parlé de Cevalo, mais qu'est-ce qu'il y a, de quoi d'autre vous bénéficiez aujourd'hui pour avancer dans ces projets? Alors, je pense que peut-être tous les deux, vous pouvez apporter des éléments de réponse. Benjamin, on va vous redonner la main. Alors pour moi, ça a d'abord été Pépite au sein de l'université qui permet notamment de pouvoir avoir des premiers accès, un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat et qui va nous permettre de nous mettre en relation avec divers acteurs comme la CCI, la BPI, Cevalo, etc. Donc on peut faire des premiers concours comme tremplin. Et à partir de là, on peut ensuite aller voir la BPI qui va nous mettre, enfin pour moi dans mon cas, qui m'a mis ensuite en relation avec Cevalo. Et c'est comme ça, c'est d'étape en étape qu'on progresse. Et on se retrouve avec un premier partenaire qui va pouvoir nous accompagner, puis qui lui-même possède un réseau qui va nous permettre d'accéder à d'autres partenaires et potentiellement d'autres accompagnateurs. Séverine. Alors en ce qui me concerne, ça a été un petit peu l'inverse. Donc moi, c'est vrai qu'initialement, c'est le service du CNRS, service valorisation et partenariat du CNRS d'Orléans, qui m'a accompagnée d'une part dans la déclaration d'invention, parce que les résultats qu'on a obtenus font l'objet d'un brevet, m'a mis en contact avec la SAT Grand Centre, maintenant devenue Cevalo. Et donc, on a présenté le projet parce que, voilà, comme le disait Leslie auparavant, il faut trouver de l'argent pour financer nos projets. Donc j'ai été mis en contact avec le Cevalo qui venait d'être créé pour déposer un projet. Et donc, on a obtenu le financement. Donc là, actuellement, on est en programme de maturation. Et c'est vrai que grâce à ce financement Cevalo, eh bien, on a accès à différents services d'aide. Donc, alors, durant ce programme de valorisation Cevalo, avec notre projet Molinov, d'une part, on a un financement pour continuer nos recherches, continuer l'aspect scientifique de nos recherches. Et puis, on a un accompagnement pour la valorisation de notre projet en vue de la création de la start-up. Donc là, on se fait accompagner par OVLT, qui est au labo à Orléans. Et grâce à cette aide, eh bien, on a accès à... je dirais par exemple, par exemple des juristes pour l'aide à la propriété intellectuelle, des avocats quand on va commencer à faire des démarches là, de négociation. On est mis en relation, je dirais, avec un certain nombre de professionnels qui, nous, en tant que chercheurs, on n'a pas l'habitude. Donc, ça nous permet d'avoir accès à des personnes compétentes et qui vont nous aider à continuer le projet et à le valoriser. Et donc, nous, là, c'est via CNRS Valo OVLT qu'on a eu accès à BPI et qu'on va candidater donc à des bourses French Tech. Et puis, je ne sais pas si on en reparlera après, avec le concours iLab, où j'en parle tout de suite. Ouais. Donc, voilà, notre démarche, là, ça a été déjà... Voilà, la recherche académique, des résultats scientifiques, un accompagnement de maturation de notre projet. Et là, l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, d'aller plus loin, création de l'entreprise. Il faut qu'on obtienne des financements. Donc là, on s'est lancé dans le concours d'innovation nationale iLab. C'est un concours qui nécessite là encore des dossiers. Donc en tant que chercheur, on sait faire des dossiers ANR, on sait faire des dossiers APRIR, on sait moins faire les dossiers iLab. Donc là encore, toute la région centre nous accompagne et on a été accompagné par un comité avec des personnes d'OVLT, de BPI, de la DRARI, j'en oublie certainement la région qui était là pour nous aider à monter le dossier. Voilà, on envoyait le dossier et ils nous disaient là, il faut compléter telle ou telle partie. Donc ça, c'était vraiment un accompagnement très important parce qu'on n'a pas l'habitude en tant que chercheur.
Voilà, comment on va faire. Il faut faire une étude de marché aussi. Donc, on a été mis en contact avec le cabinet Inoxtenso Innovation Croissante qui nous a fait l'étude de marché complètement nécessaire pour le montage du dossier iLab. Je dirais que ça a payé puisque le dossier a été sélectionné et on a passé l'audition il y a une dizaine de jours. Donc là, on est en attente de résultats qu'au mois de juin. Mais voilà, je pense que c'était le message que je voulais faire passer. On a la chance vraiment, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais vraiment en région centre, on est accompagné, quoi. On ne se sent pas tout seul. Et c'est très agréable. Effectivement, sur l'accompagnement au sens large, et effectivement l'accompagnement financier qui est aussi assez important. Là, plusieurs sources de financement ont été citées. iLab, je pense qu'ici, dans l'écosystème BPI France, c'est un petit peu un dispositif qu'on connaît. Mais effectivement, Cevalo, qui est aussi un acteur pour la maturation, qui va être très intéressant. Pépite, qui a aussi offert une subvention qui, pour donner le petit coup de pouce du début, est quand même plus qu'utile. Donc effectivement, on voit que même à des stades encore je mets des guillemets, mais que de projets, on a déjà pas mal de sources de financement qui peuvent arriver et qui peuvent être plus qu'acceptées et acceptables pour pouvoir permettre d'avancer le projet. Donc, merci à tous les deux. On va passer sur la partie un peu plus mature, si je puis dire, des sociétés que sont donc du coup Reprofarm, Igixos et Fractal Energy. Une première question, peut-être un peu pour vous deux. Vous, aujourd'hui, donc on l'a dit, vous êtes un peu plus avancé en termes de développement de vos sociétés. En quoi l'accompagnement, vous a été utile pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Fabien, pour commencer peut-être, et puis Marie-Christine, vous pourrez ajouter vos commentaires. Très bien, moi je vais commencer par un aveu déjà, c'est que je pensais, je cherchais une technologie pour mon produit, parce que l'idée du produit, l'idée du service que voulait rendre Fractal Energy est née il y a plusieurs mois. Mais j'avais besoin d'une brique technologique, c'était ce fameux onduleur, et j'avais un a priori, c'était que j'étais persuadé que cet onduleur innovant, j'allais le trouver en Amérique du Nord ou en Asie. Donc je fais mes recherches, je vois que l'université de Tours est à la pointe de la conversion de puissance. Alors qu'est-ce que je fais ? Il y a un numéro de téléphone sur une publi, donc j'appelle, bonjour monsieur le professeur, je suis intéressé par vos recherches. Et en fait, très vite, j'ai découvert ce monde. Moi, je ne suis pas du tout issu du milieu de la recherche académique. Et très vite, j'ai vu qu'il y avait un dispositif qui permettait de valoriser les travaux de recherche de l'université. J'ai été mis en contact avec les personnes de Cevalo. Et en quelques mois, j'ai signé un contrat de comaturation entre la société et l'université. Et c'est ce contrat de comaturation qui fait qu'aujourd'hui, je bénéficie de l'exploitation sur licence d'une technologie qui était nécessaire à mon produit et que je ne trouvais nulle part ailleurs. Donc voilà, la première rencontre, c'est vraiment Cevalo. Et Cevalo, derrière, m'a permis de petit à petit, rencontre après rencontre, recommandation après recommandation, de construire mon réseau localement, évidemment avec BPI. BPI qui a pu m'accompagner avant même la création de la société, avec une bourse French Tech personnelle, qui a permis de financer par exemple des études de marché qui en effet sont importantes avant la création de l'entreprise. Et j'ai enchaîné tout de suite après avec une bourse French Tech Émergence, donc un guichet BPI disponible, donc une chargée d'affaires que je salue et que je remercie, qui est franchement disponible et pédagogue, et qui va chercher à optimiser le timing de la start-up. Ça veut dire quoi ? Ne pas chercher à aller trop vite et à chercher des financements qui sont trop gros ou sur des appels à projets qui sont trop importants par rapport à la taille de la start-up, mais vraiment procéder par étapes. Et ça, c'est apprécié. Je témoigne parce que j'ai cofondé une première start-up en région parisienne il y a 5 ans. C'était pas du tout la même expérience. C'est-à-dire que les guichets étaient saturés. Il y avait certes beaucoup d'offres, mais il y avait une demande tellement importante qu'il n'y avait personne au bout du fil, que je perdais mon temps à reprogrammer des réunions toutes les 3 semaines. Moi, je fais une réunion avec mes chargés d'affaires, que ce soit Cevalo ou BPI. J'ai des réponses dans les jours qui suivent et j'avance.
et j'avance. Donc ça, c'est extrêmement appréciable. Ensuite, il y a tout l'écosystème Tourangeau, les réseaux initiatives Touraine qui m'ont accompagné aussi, notamment en termes de financement. Et voilà, il y a le pôle S22 spécialisé dans l'électronique de puissance, pour ceux qui connaissent, qui nous accompagne aussi et qui nous a d'ailleurs labellisé dans le cadre de notre candidature à iLab aussi. Donc concours iLab extrêmement important, je pense, pour toutes les entreprises deep tech. J'insisterai juste sur le fait que c'est toujours une question de timing. Ça sert à rien d'y aller trop tôt, ça sert à rien de postuler à des choses si on n'est pas à l'échelle de ce pourquoi on postule, tout simplement. Très bon message à faire passer et à retenir, je pense. C'est vrai que le timing, c'est la clé. On le sait, quel que soit le marché qu'on va viser, ça va être très important et quelque chose à bien garder en tête. Marie-Christine, du coup, le parcours n'est pas tout à fait le même, donc je pense que vous aurez des éléments complémentaires à ajouter. Je vais essayer d'être complémentaire. Donc, en ce qui me concerne, j'étais chercheur et j'avais pas tellement l'idée de créer une entreprise, en fait. Et en fait, c'est une personne de BPI qui a vu nos résultats et qui a trouvé que c'était hyper intéressant d'un point de vue valo. Enfin, je vous parle de ça, c'était en 2008, donc c'était il y a très longtemps. Et c'est un peu... en fait, c'est des rencontres qui font mûrir le projet. Donc BPI au départ. Ensuite, INRA Transfer nous a aidés aussi pour passer le concours iLab, enfin qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, création d'entreprises innovantes, donc en émergence, qu'on a eu tout de suite la première année. Et en deuxième année, on a passé donc, le concours de création d'entreprises innovantes, qu'on a eu aussi tout de suite. Et pour moi, ça a vraiment été l'élément déclencheur, me disant si le jury national juge ça vaut le coup de créer quelque chose, on y va. Si on n'avait pas eu le concours, on n'y allait pas. Donc je dis on parce qu'au départ, on était 3 chercheurs. Et puis j'ai passé donc BPI, INRA Transfer, et donc suite à ce concours qu'on a réussi, on a eu des sous donc, et on a été en contact avec l'ARIT, enfin l'incubateur qui s'appelle plus l'ARIT maintenant, mais aussi où j'ai rencontré des gens extraordinaires, Mélodie Forest par exemple, Arnaud Catino. Alors eux, ils nous ont vraiment formés complètement parce qu'on était complètement que chercheurs. Et pendant 2 ans, j'étais chercheur et j'apportais mon concours scientifique à Reprofarm. Et pour moi, c'était vraiment très difficile de tout mener, clairement. Et aussi de réussir une levée de fonds parce qu'on avait vraiment besoin d'une levée de fonds. Donc 2 ans plus tard, j'ai pris une dispo auprès de l'INRA et j'ai basculé full-time dans Reprofarm en tant que CIO et directeur scientifique. C'est comme ça qu'a démarré un peu l'histoire. Donc c'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont extrêmement BPI et région, vraiment Reprofarm, VET maintenant et Gixos, c'est vraiment le fruit d'une collaboration très efficace avec BPI, un support très important de BPI et du conseil régional. On voit dans vos discours à tous les deux, effectivement, que le fait d'avoir des acteurs qui sont proches de soi, c'est quand même quelque chose qui est très précieux parce qu'ils peuvent vous apporter les réponses assez rapidement par rapport à la région parisienne, si je ne me trompe pas, où effectivement, c'est des acteurs qui sont accessibles et du coup, sur lesquels vous pouvez reposer sans trop de difficultés. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que ça aide beaucoup pour démarrer, évidemment, le projet, parce qu'on a tout à apprendre, mais aussi tout au long de notre évolution, notamment le split humain-vétérinaire, c'est vraiment grâce à des soutiens de la région, de BPI, qu'on a pu le faire. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. C'était justement ma question. Ils accompagnent vraiment de façon intelligente au cours de l'évolution des sociétés. Et justement, aujourd'hui, comment ils vous accompagnent encore? Parce que vous êtes, il n'y a plus besoin de faire vos preuves. La société existe depuis, enfin, je parle de Reprofarm, mais qui existe depuis maintenant quelques années. Comment, justement, de quel accompagnement vous avez besoin encore aujourd'hui? On a des accompagnements à certaines étapes. Par exemple, pour déclencher une levée de fonds, il nous faut un peu une aide financière. BPI nous a aidés à des moments cruciaux. C'est ça l'intelligence de ces acteurs-là. C'est qu'ils nous aident à des moments où on en a vraiment besoin. Et ça permet d'évoluer dans le bon sens et de continuer à se développer très bien, quoi. Et la région nous a aussi aidés pour développer des nouveaux créneaux de recherche qu'on n'aurait pas pu développer, nous, à des moments précis, quoi. Voilà.
Merci, je pense que c'était assez utile comme retour. Peut-être, Fabien, du coup, vous disiez que vous n'étiez pas issu forcément du milieu académique. Quand on parle de deep tech, on pense souvent à l'académique, ça fait du sens. Est-ce que vous avez rencontré des freins justement particuliers du fait que vous n'étiez pas issu de la recherche ou pas, d'ailleurs? Non, je pense que j'évolue dans un écosystème où on est tous complémentaires. J'ai pour la première fois collaboré avec une université, un laboratoire. J'ai apporté une vision business, une vision marché, peut-être un côté timing, parce que bon, j'ai envie de vendre un produit, hein, évidemment, j'ai envie de faire du chiffre d'affaires. Et c'est pas du tout le timing de mes partenaires en labo. Et pourtant, j'ai compris leurs problématiques. Il faut pas oublier qu'ils développent aujourd'hui une technologie dont ils sont propriétaires et qu'ils m'autorisent à utiliser. Sans leur technologie, aujourd'hui, j'ai pas de produit. Donc, il y a un moment, il faut aussi faire preuve d'humilité. Hein, non, je dirais que pareil en termes d'accueil, il y a absolument aucun problème. Je pense qu'il y a quand même, ça rejoint un peu les tables rondes précédentes, où comment on peut aussi inculquer une culture de l'entrepreneuriat, ou en tout cas se familiariser dans le milieu de la recherche aux problématiques de l'entrepreneuriat. Typiquement, comment protéger ses inventions avant de les publier. Ça, c'est des choses qui peuvent paraître anodines. C'est vrai qu'on peut avoir envie de publier ses résultats assez rapidement, mais autant protéger son innovation, comme ça derrière, il y aura potentiellement de quoi l'exploiter. Et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est renforcé par ces passerelles entre une entreprise, une start-up et le labo qui lui vraiment fournit des résultats. J'avais demandé si vous aviez un petit peu justement des conseils ou des messages clés à faire passer. Là, je pense qu'il y en a un assez fort qui est passé, qui est effectivement... Le timing, ben voilà, le timing pour tout, pour les financements, pour la recherche, pour les résultats, les publis, les brevets, c'est une question de timing. Donc ça, le message de Fabien et Marie-Christine, si vous avez un message à faire passer aussi. Les messages forts, c'est déjà avoir la fibre et se lancer dans l'aventure, parce que c'est vraiment une aventure avec des hauts et des bas, beaucoup de bas. Mais on y arrive, hein. Et puis, il faut vraiment... on n'y arrive pas tout seul. Ça, c'est sûr qu'il faut le fondateur, mais il faut aussi une équipe. Et une clé du succès, c'est vraiment trouver les bons partenaires, s'entourer de bonnes personnes dans son propre équipe et aussi en tant que conseil. Et ça, c'est vraiment la clé du succès numéro 1, je pense. Si on a des personnes relais vraiment en qui on a confiance et qui sont de valeur, on y arrive toujours. Et puis, je vous rejoins, protéger ces innovations, avoir une bonne protection, une bonne pays, c'est indispensable. Voilà. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. L'INPI, qu'on a déjà mentionné, propose des choses en termes d'accompagnement qui sont inespérées, que ce soit en termes de financement, mais juste de conseils. Passer 1 heure tous les 2 mois avec un conseiller sur des problématiques qui peuvent nous dépasser totalement, quoi. Quand on a le quotidien à gérer et qu'on nous rappelle que là, vous êtes fragile, là, vous pouvez mener telle action, et en plus, on va vous financer à 50%. Aujourd'hui, ça existe, ça s'appelle l'INPI, et ça, c'est à portée de main. Donc vraiment, c'est valable pour tout un tas d'instruments publics disponibles en France. Franchement, la France, c'est l'endroit pour entreprendre. Il n'y a pas un meilleur pays pour entreprendre que la France. Je le répéterai autant de fois que nécessaire. Mais sur la question de la propriété intellectuelle, encore une fois, il y a l'INPI qui peut vraiment nous accompagner à tous les stades du projet. Que ce soit un dépôt de marque, une idée, une enveloppe solo, faut pas hésiter, quoi. La valeur des sociétés, c'est la propriété intellectuelle, effectivement, et l'équipe, les gens qui sont dedans. Pour des investisseurs, c'est que ça. C'était ma question d'après, c'était justement au niveau de l'équipe. Est-ce que, quand on est au début, au balbutiement, quand on est là, je m'adresse à tout le monde, du coup, sur un projet de recherche, il faut pouvoir structurer son équipe. Comment on s'y prend? Est-ce que vous êtes aidé dans ces processus-là? Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la main. Je me retourne peut-être vers vous.
Alors, c'est vrai que c'est très, très important d'être bien entouré. Pour valoriser ses travaux, c'est vrai qu'en tant que chercheur, il faut des conseils, il faut avoir des personnes il faut élargir son écosystème pour rencontrer les bonnes personnes et bien s'entourer. Donc, je dirais que ça a été dit précédemment dans une autre table ronde, mais par exemple, le programme Spark nous a beaucoup aidé pour nous aider à nous structurer. Comment on voulait constituer l'équipe, avoir des conseils aussi sur de business model. Il faut qu'on parle de business model et de communication. Comment communiquer sur son projet pour essayer de trouver des financements, des levées de fonds, la préparation au pitch, par exemple. Donc le programme Spark, oui, qui est aussi financé par la région, nous a permis de challenger le projet, de voir ses faiblesses, ses forces aussi, et de nous faire réfléchir à qu'est-ce qui est important, comment on structure le projet et l'aide de partenaires. Voilà, on les a déjà cités, OVLT, Cevalo, DevUp, voilà, c'est important pour CNRS Inno pour nous aider à nous structurer. C'est ça, donc vraiment avoir un bon réseau, pas hésiter aussi quand on commence un projet, on va avoir une idée, on va vouloir faire un produit qui va avoir une certaine forme. Des fois, c'est pas possible, on se rend compte que technologiquement parlant ou au niveau industriel ou au niveau du développement, ça va coûter trop cher, et ne pas hésiter aussi à réadapter ses idées, réadapter son business plan. Notamment le business plan qui va changer quasiment tous les ans, tous les 6 mois en fonction des brevets qui vont être déposés, si vous avez fait suffisamment d'enveloppes solo, de brevets, de l'étude de marché, etc. Pas hésiter à envoyer des enveloppes solo à l'appel, ça coûte que dalle et c'est vraiment très pratique. Y a ça, et après pour ce qui est de structurer, notamment au niveau du personnel, j'y suis pas tout à fait encore. Mais notamment, j'espère pouvoir plus tard avoir un programme de financement co-maturation Cevalo pour notamment embaucher par exemple des postdocs que je pourrais par exemple réembaucher une fois le postdoctorat terminé et l'entreprise créée pour consolider l'équipe, etc. Et après, voir aussi en fonction des différents milieux dans lesquels vous êtes, le recrutement devient quelque chose d'assez complexe. Je sais qu'en informatique, pour certains corps de métier dans lesquels je travaille, c'est très compliqué. Et là, après, on a aussi tout un panel de solutions qui peuvent être bien temporaires, comme par exemple une ESN, pour si vous avez besoin une grosse force de travail d'un coup, et ensuite pouvoir réembaucher par la suite. Il y a eu vraiment une disponibilité, enfin un panel de solutions très divers en France, et il ne faut pas hésiter à vraiment toutes les étudier et choisir les meilleurs. Et ça, par contre, c'est très compliqué. C'est là que votre réseau, votre incubateur ou les partenaires comme Cevalo, la CCI peuvent vous aider pour vous conseiller, vous dire là, ce dispositif sera mieux. Tu pourras avoir un peu plus de personnel de meilleure qualité. Tu pourras déléguer aussi certaines parties, ne pas hésiter à déléguer ou faire des partenariats industriels avec d'autres industries pour qui vont entrer en complémentarité avec votre projet. Merci, effectivement, c'est assez complet comme point de vue. Marie-Christine, Fabien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet ou il y a déjà pas mal de points qui ont été abordés. Et alors justement, pour rebondir aussi un petit peu sur le fait d'être en relation avec plusieurs personnes et d'un écosystème assez large, alors j'ai un peu deux questions en une et qui est pareil assez valable pour tout le monde. Est-ce que vous trouvez que les accompagnements sont complémentaires? Est-ce que vous voyez un intérêt, un atout à avoir différents accompagnements? Et ma question va être un peu orientée, mais est-ce que par exemple ils vous ont donné accès à des choses auxquelles vous n'auriez pas eu accès? Je parle par exemple d'événements ou de visibilité simplement, d'avoir ces accompagnements autour de vous. Alors la question pour tout le monde, donc je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Bon, je vais pouvoir commencer. Effectivement, d'avoir plusieurs acteurs, c'est toujours mieux. Notamment, chacun va avoir un point de vue différent. Ils vont pouvoir attaquer votre projet d'un angle différent, vous apporter un point de vue différent, et ça, c'est toujours intéressant. Bien sûr, chaque partenaire a son propre réseau qui va vous permettre d'accéder à des dispositifs différents.
par exemple avec Cevalo ou avec BPI, et par exemple vous avez aussi une complémentarité. Comme par exemple, si vous êtes accompagné par un organisme, vous allez pouvoir avoir par exemple plus de subventions BPI sur une French Tech. Et enfin, quand vous avez un projet justement de start-up, il faut savoir que je crois que c'est 80 ou 90% des start-up meurent en 5 ans. Bah, pour qu'elles résistent et pour qu'elles tiennent la route, en fait, il ne faut pas hésiter à la faire attaquer, à faire en sorte que vos partenaires attaquent votre projet, qu'ils ne soient pas là à vous dire oui, c'est génial. Non, il faut aussi qu'ils trouvent les faiblesses pour que vous puissiez ensuite les combler et vous renforcer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que de multiplier les partenaires et les aides, voilà, on a des ouvertures plus importantes, un réseau qui s'élargit. Donc, ce qui est important, c'est de communiquer sur le projet, de le faire connaître. Donc, plus il y a d'acteurs, eh bien, on va s'ouvrir des portes. Donc, je pense que les acteurs sont complémentaires, ont des visions différentes. Donc, c'est tout bénéfique pour le projet d'avoir le plus de chances de réussite. Finalement, si on s'entoure le plus possible, on augmente nos chances, je pense. La vie est partagée. Fabien, Marie-Christine? Oui, c'est sûr que les partenaires sont très complémentaires et ils travaillent ensemble d'ailleurs de plus en plus, de mieux en mieux, je trouve. Donc c'est très bien. Pour Reprofarm, ça a été vraiment une ouverture à des réseaux, notamment d'entrepreneurs. Ça nous a vraiment ouvert un réseau important qui nous ont permis de rencontrer des gens qui ont su nous former, nous aider et notamment nous accompagner dans le premier business plan qu'on a fait et la première levée de fonds qui s'appelait une société Advitech. Et ils nous ont tout appris en fait. Mais c'est vraiment grâce à la RIT à ce moment-là qu'on a pu rencontrer ces gens-là. Oui, je vais juste compléter par le fait qu'il y a une grande diversité d'acteurs qui peuvent nous accompagner. J'ai mentionné l'INPI, mais il y a des incubateurs qui vont travailler peut-être plus sur le pitch. C'est quoi un pitch? C'est des slides, c'est une posture aussi. On va coacher le fondateur. C'est extrêmement important, ça paraît. Il n'y a vraiment pas que l'argent quand on crée la société. Il y a tout un tas de choses qu'il faut challenger. Et on est sur 1000 sujets en même temps. Et pour chaque sujet, il y aura un interlocuteur. Moi, je l'ai vraiment validé sur les 12 derniers mois. Il y a un interlocuteur, il y a éventuellement une enveloppe à mettre en face. C'est assez incroyable. Comme on peut vraiment trouver des aides de 5 000 à 50 000 euros qui, cumulées, permettent vraiment de retarder la première levée de fonds. Mais c'est bête, mais on est tous là à dire on crée une start-up, on veut lever des fonds. Bah oui, mais en fait, lever des fonds, c'est aussi se diluer. Bah, au final, si moi, je peux créer de la valeur grâce à toutes ces aides publiques qui font que je ne me dilue pas et que le projet progresse, bah, tant mieux. Ça veut dire qu'à la prochaine négo, à la prochaine levée, je serai encore plus fort dans ma négociation et j'aurai fait levier. Et donc, c'est là-dessus, je reviens sur cette notion de timing. Faut pas se précipiter. Faut pas tout de suite demander un financement européen. Déjà, vous l'obtiendrez pas si vous êtes trop petit. Et de toute manière, il y a tellement de petites récoltes à faire en termes de financiers, évidemment, mais aussi en termes d'accompagnement et de support, qu'en fait, ça ne sert à rien de se précipiter dans les grands classiques de la levée de fonds. Voilà, on ne devient pas une licorne en un jour, quoi. Et effectivement, à peu près toutes les structures d'accompagnement feront passer ce message qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut faire les choses dans l'ordre, il faut faire bien attention à ce qu'on fait et surtout quand on le fait. J'insiste sur cette notion de timing. Et là, je prends la casquette de Jérôme, le grand absent du jour. Effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on fait, nous, dans le programme RISE de CNRS Innovation, où justement on se coordonne aussi avec différents acteurs. Typiquement, on travaille avec Cevalo sur certains projets et on va aborder effectivement tous ces aspects de business plan, de levée de fonds, encore une fois, plutôt sur la fin de l'accompagnement. Mais voilà, il y a des structures aussi nationales qui sont assez complémentaires des structures locales et qui vous attendent. Donc n'hésitez pas à venir toquer à nos portes. Merci à tous pour vos éclairages. On va peut-être finir sur un mot de la fin pour chacun d'entre vous, un message clé, quelque chose vraiment à retenir. S'il y a une chose à retenir de ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut retenir? Peut-être, alors on va faire dans cet ordre-là, Séverine. Je dirais, si vous croyez à vos résultats de recherche scientifique, je dirais que c'est valorisant de
de continuer. Justement, si ça peut aider la société, si nos travaux de recherche vont au bénéfice de la société, voilà, je pense que ça valorise le travail de tout le monde. Donc, voilà, lancez-vous. Et voilà, mais bon, il faut de l'énergie et sinon, lancez-vous. C'est ça. Si vous voyez que voilà, votre projet peut aider la société, faites en sorte de le transmettre, de l'industrialiser, de faire en sorte qu'il puisse bénéficier au plus grand nombre. Et faites confiance à la sagesse des foules. Plus vous avez de personnes et plus votre projet va pouvoir évoluer. Et enfin, ne vous focalisez pas trop sur l'argent au début. Il en faut un peu quand même pour se lancer, ne serait-ce que pour vivre. Même si on est étudiant, qu'au début on n'a rien, il y a des dispositifs en France qui vous permettent de vous lancer. C'est un peu compliqué, c'est un peu long, mais ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle. Christine. Le mot de la fin, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de trouver la bonne équipe, s'entourer avec les bons partenaires, d'avoir des bons coéquipiers, et une équipe solide qui soit motivée. Donc Reprofarm a recruté en 2010 et les gens sont toujours là. Donc c'est vraiment une aventure commune. Ça, c'est vraiment très important. Et puis des personnes relais. Par exemple, on a rencontré René Friedman en 2015, qui était fasciné par notre projet, qui ne nous quitte plus. Donc un grand spécialiste des problèmes de fertilité chez la femme. Et il nous a énormément aidés, quoi. Il faut vraiment... Là, c'est vraiment le feeling et puis la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Ça permet de rencontrer des personnes, des personnalités super. Donc c'est un enrichissement aussi, cette aventure. Oui, puis en un mot, donc timing. Et si vous montez un projet et que vous vous sentez seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a vraiment des personnes, des structures en France qui peuvent vous accompagner à toutes les étapes. Si franchement vous vous sentez seul, il faut retourner se coucher et on vous attend dès demain et vous redémarrez, quoi. Merci beaucoup. On finit sur une note positive finalement. Donc merci à tous les quatre, merci à tous. Si vous avez des questions, on a quelques minutes pour prendre des questions dans la salle ou je crois en ligne. Je vais regarder mon téléphone au cas où, si m'en a envoyé. Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il y a une question de Orléans. Ah. Qui demandait justement si cet ADN entrepreneurial, c'est quelque chose de acquis. Oh, le micro est revenu. Merci. Une question d'Orléans qui demandait justement si la fibre entrepreneuriale, et je pense qu'on l'a senti quand même un peu cette réponse derrière, mais peut-être qu'on peut essayer de redocortiquer une réponse. Est-ce que c'est acquis c'est-à-dire inné, ou est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure ? Vous avez parlé beaucoup d'accompagnement. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus sur quelqu'un qui se poserait la question, un peu de cette peur probablement de se lancer parce qu'il sent qu'il n'est pas un entrepreneur né ? Est-ce que vous voulez partager quelques mots autour de ça ? Même si on n'est pas un entrepreneur né, il y a tellement d'accompagnement. Puis il y a aujourd'hui, avant entreprendre, de ce que j'ai cru comprendre, c'était plus risqué. On avait souvent un profil d'une personne qui a 40, 45 ans, qui va lancer sa boîte parce qu'elle a déjà un bagage, de l'argent, etc. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs, par exemple une bourse French Tech BPI, on vous donne 30 000 €, c'est pour vous. Vous faites votre projet, vous payez votre étude de marché, même si elle va coûter 15, 20 000 €, et ce n'est pas votre argent. Et c'est l'État qui va prendre ce risque pour vous. Vous avez des prêts à taux zéro garantis par l'État. Vous n'avez plus cette prise de risque personnel. Et à côté de ça, vous allez avoir du temps qui va être pour vous développer, pour apprendre cette culture d'entrepreneuriat dans un incubateur, avec vos partenaires. Vous allez développer des nouvelles compétences très transverses. C'est ça qui est intéressant. Et effectivement, oui, ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est pas un diplôme, mais c'est un peu comme refaire des études, mais un peu plus sur le terrain. C'est un apprentissage. Il faut partir de l'envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Et puis si vous avez envie, mais que vous n'en sentez pas capable, alors vous allez apprendre. Essais, erreurs, ça passe. Mais il faut avoir envie, quoi. Ouais, il y a une part d'inné quand même. Je pense qu'on est entrepreneur un peu. Il faut l'être un peu dans l'âme, sinon... il faut une force intérieure quand même. Donc effectivement, on apprend des tas de choses, mais il faut une petite flamme au départ. Oui, je dirais qu'il faut aimer le challenge quand même, parce que rien n'est gagné. Donc il faut se battre à tous les niveaux, je pense. Donc faut avoir l'envie. Je pense que voilà,
pour moi, en tout cas, c'est pas inné mais je pense que l'envie, en tout cas, et aimer le challenge, voilà, ça, je pense que c'est inné. Et l'entrepreneuriat, voilà, ça va être d'être bien entouré et de se former, justement. L'envie pour moi de le faire, c'est d'acquérir de nouvelles expériences, que j'ai pas, justement, d'avoir de nouvelles compétences. Donc voilà, il faut l'envie, je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question ? Sinon, je pense qu'on finit sur un assez beau message qui est avoir l'envie, apprendre en marchant, finalement, qui sont des messages plutôt positifs et qui reflètent assez bien la mentalité des entrepreneurs de façon générale. Donc merci encore à tous les 4, merci à tous ceux qui étaient présents à la fois dans la salle et en ligne. Et puis on va vous souhaiter un bon appétit, je crois.